Jean-Marc J'apparaît. est là. Ah, j'aurais dû mettre la cravate. Je suis désolé. C'est une journée d'entrevue aujourd'hui avec ce qui Bah, se passe avec notre ami américain. ouais, je sais pas si on peut dire ami américain d'ailleurs. Je sais plus si on peut dire ami américain. Parce qu'on est rentré dans une véritable guerre économique. Donc j'expliquais un petit peu à tout le monde que l'idée au départ, on devait parler aussi de midterm. On va un petit peu en parler forcément parce que c'est une partie de l'équation de ce qui est en train de se jouer. Mais on devait beaucoup parler d'élections américaines. Je t'avais préparé des statistiques qui venaient en gros de chez Nate Silver, de chez G. Elliott Morris. On aurait même discuté de cette épidémie de fausses, je ne sais pas si tu as vu passer ça, de fausses compagnies de sondage et de la question de savoir si on pouvait faire confiance aux sondages, pourquoi ça s'était trompé les primaires, etc. Mais on ne va pas vraiment parler de ça parce qu'évidemment, non seulement l'actualité, c'est ce qui s'est déroulé la nuit dernière et ce qui est en train de se passer, ce début de guerre économique, mais c'est aussi bravo d'ailleurs, ce formidable sondage. Et pourquoi je dis bravo? Parce qu'aujourd'hui, et j'imagine que tu l'as vu, du New York Times à CNN, à The Atlantic, au Washington Post, tous, tous citent un seul sondage sur justement l'attitude des Canadiens, et on va voir même région par région, donc on va voir l'attitude des Québécois par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux choix gouvernementaux. C'est le tien. Donc, j'imagine que quand on fait... Je sais que tu nous dis souvent que les sondages politiques, c'est pas ton activité première et c'est pas celle qui rapporte vraiment, à part des soucis. J'imagine que tu es super content de voir cette reconnaissance, non? Oui, mais c'est un peu notre mission, hein, comme sondeur. Oui, il y a une partie commerciale, mais ma passion demeure politique. C'est un peu notre mission de dire tout haut ce que les Canadiens pensent tout bas. Et c'est pour ça que quand on voit nos sondages à CNN, à New York Times, ça, il y a toujours une fierté. Et surtout qu'il n'y a pas de filtre, parce que ça nous permet de partager avec les Américains ce qui se passe vraiment ici au Canada. Et aussi, nous, on sonde les Américains de notre côté. Ça nous permet de poser nos propres questions aux Américains. Et on voit que Trump est en difficulté dans son pays. Pas seulement au niveau des intentions de vote, mais au niveau des perceptions populaires, c'est vraiment la catastrophe. Ouais, ouais, on parlera de ces perceptions populaires parce que les tarifs, les frais douaniers ont un impact énorme et évidemment ce qui vient de se passer. Donc, on était en train de lancer l'émission. Est-ce que tu peux, pour notre audience, surtout française, francophone hors du Québec, un petit peu nous résumer juste en quelques mots ce qui s'est passé hier et pourquoi on parle désormais de guerre économique. Ben, il faut comprendre que la friction est importante entre le Canada et les États-Unis depuis le retour de Donald Trump. Il a imposé des tarifs il y a un an de cela et ça a affecté l'économie canadienne qui était quand même assez robuste, qui a résisté. Mais dernièrement, Donald Trump a décidé d'imposer de nouvelles restrictions, c'est-à-dire d'augmenter les taxes sur une centaine de produits à des tarifs plutôt de 50 et ça affecte 20 milliards de produits qui sont vendus aux États-Unis. Et pour lui, la date butoir était le 19 août dernier. Et donc, à partir de là, il y a eu une négociation intense pour renouveler l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, qui est probablement un des accords les plus importants entre deux pays dans le monde. Et il y a une négociation intensive. La négociation allait bon train. Et William, Donald Trump a dit cette semaine une dizaine de fois que nous sommes arrivés avec une entente avec le Canada. Une Ah, dizaine de fois, là. ouais, ouais, Dans ouais. la réalité, le secrétaire du commerce, Howard Lutnick, est arrivé avec des demandes supplémentaires. On en connaît des bouts, demandes supplémentaires pour empêcher le Canada de signer de nouvelles ententes commerciales avec d'autres pays. Donc, il s'immisce dans le fond dans les pouvoirs canadiens, de toucher à la gestion de l'offre. Ça veut dire que nous, c'est la gestion d'offre qui protège les agriculteurs, donc de pouvoir domper les produits laitiers, de fromage, de volaille sur le marché canadien, et aussi le secteur culturel. À la dernière minute, là, tout était pratiquement réglé. Et là, les négociateurs canadiens se sont retirés hier soir à minuit. Ouais, Et la conséquence, Mark Carney fait une conférence de presse aujourd'hui pour dire nous allons réagir dollar pour dollar. Vous nous imposez 20 milliards de nouveaux tarifs, eh bien, on va imposer aux États-Unis 20 milliards de nouveaux tarifs. Et donc, c'est une guerre commerciale. c'est une guerre commerciale. Je te propose justement d'écouter Donald Trump.
C'était mardi, surtout. Il a dit une dizaine de fois, il a écrit, il a sous-entendu, il en a parlé plus ou moins pendant qu'il était au bureau ovale. Mais on va l'écouter justement devant la Maison-Blanche où il annonçait, et on va voir d'ailleurs une réaction dans la foulée, une réaction des influenceurs MAGA, où il annonçait non seulement qu'il y avait cet accord, qu'en gros ça allait être une victoire totale encore pour lui et pour Donald Trump, pour les agriculteurs qui sont en grosse difficulté en ce moment aux États-Unis. On écoute cette courte vidéo et on revient vers toi tout de suite après. Vas-y Thomas. Another prominent justification to a deal with Canada. As you know, the 50% tariffs across the board were going on against Canada today. And they called yesterday and they gave us the points that we had to have. Very fair deal for both. The tariffs will be non-existent for our farmers. Our farmers were paying tremendous tariffs into Canada, and those tariffs are going to be totally eviscerated, down to zero. Is the U.S. going to lower tariffs on Canadian autos or lumber? We're doing certain things. Got to give something, and we're doing certain things. They were paying a high number. We're reducing it a little bit. It's good for everybody. But our farmers are going to be thrilled. Our manufacturers are going to be thrilled. And basically, we have no tariffs going into Canada anymore. Canada was charging us tremendous tariffs. We no longer have any tariffs. And what I was able to do is we put, as you know, under the new tariff, I guess you'd call it the new tariff schedules that we came out with. They were going to get a 50% tariff on everything starting today. And we've held it back 3 days. It's all subject to finalization of documents. So subject to the finalization of documents, we have a deal with Canada. And I think it's a very good deal for both parties. It's great for our farmers. Our farmers will no longer be held up because they were being hurt very badly by Canada. Yeah. Donc, ce qui est fou dans ce moment, c'est qu'il annonce ça comme une certitude et tu nous en as donné un petit peu les conditions. Et je crois que c'est là. Donc, il dit voilà, on va finaliser, on va signer. On voit que du côté des supporters de Donald Trump, ça a été annoncé comme étant encore une fois une victoire et comme une certitude absolue. Et ce qui est intéressant, je crois que c'est la première fois, sur la dernière phrase, je ne sais pas si tu as relevé cette phrase-là, où il avouait l'impact des tarifs canadiens sur les fermiers américains. C'est rare chez Donald Trump, je ne sais pas si c'est un accident, mais c'est rare d'avouer que le pays d'en face est en train de leur porter préjudice. Tu trouves, j'ai peu d'exemples, je ne sais pas si toi il t'en vient en tête, de reconnaissance de Trump en disant ce que fait le camp d'en face, ça marche. Quand on écoute Donald Trump 2 jours plus tard, on se dit il n'y a rien de plus vieux que le discours de Donald Trump. Il change d'idée tous les jours. On ne peut pas se fier à sa parole. Regardez, c'était un fait accompli, il y avait une entente, tout ça. C'est faux. D'ailleurs, William, je pense qu'il a annoncé 38 fois une entente avec l'Iran. Ouais. Et on n'a pas encore d'entente avec l'Iran. On ne peut pas se fier à ce qu'il dit. C'est ça qui est difficile. Et non seulement ça, si on arrive à une entente avec Donald Trump, la semaine suivante, il peut décider de faire autre chose. Nous, au Canada, ils nous ont attaqués parce qu'il y a eu des feux de forêt au Canada qui ont pollué le nord des États-Unis. Donc, le Canada était responsable. Et le lendemain, il a invoqué de nouveaux tarifs pour le Canada. Vous savez, on est dans l'absurdité totale avec Donald Trump. Fait qu'imaginez les négociateurs canadiens qui arrivent avec la politesse canadienne qu'on connaît, là, et qui est perçue par les Américains comme de la faiblesse. Parce que nous, on est très affables, très ouverts, et les autres sont des brutes. Et donc, on se trouve avec ça. C'est pour ça que la demande supplémentaire de dernière minute a fait tout capoter le deal. Au complet. Fait que c'est ce qui est complexe avec Donald Trump, c'est que tu peux jamais arriver à une vraie entente. Et donc, quand il dit que ça heurte le marché américain, c'est pour comprendre que le Canada est le seul pays dans le monde avec la Chine qui ont répliqué aux tarifs de Donald Trump. Les autres pays, y compris l'Union européenne, a réagi à court terme, mais tout de suite après, ils ont enlevé leurs tarifs. Le Canada, on a maintenu les tarifs pendant un certain temps, même s'ils étaient à des niveaux faibles. Le Canada était très passif longtemps. Aujourd'hui, là, c'est un jour important là, parce que le premier ministre du Canada a dit c'est terminé. C'est du dollar pour dollar. Et là, c'est une vraie guerre commerciale.
on espère, Trump a perdu la guerre avec l'Iran, on pense qu'il va la perdre contre le Canada. Ouais, ben, on espère et on en reviendra. D'ailleurs, c'est un article que tu as partagé, j'ai vu de The Atlantic, j'ai trouvé vraiment qui était extrêmement intéressant. Thomas est en train de nous faire défiler pendant qu'on parle, juste pour que vous voyez l'étendue du côté français, parce que quand on parle de guerre des frais douaniers, c'est cette liste qui a été établie. C'est le Journal de Montréal aujourd'hui qui a établi cette liste, mais vraiment complètement folle de tous les produits qui sont punis par Donald Trump, par la décision de Donald Trump, qui sont impactés par ces tarifs-là. On voit que c'est une guerre économique totale, hein, parce que ça touche tout. D'ailleurs, on va y revenir dans quelques secondes. Mark Carney a même parlé de l'impact sur la langue française. Donc c'est vraiment aussi une guerre économique et une guerre culturelle. C'est vraiment un élément qu'il faut garder en tête, qui est complètement nouveau. Mais je voudrais qu'on revienne 2 secondes, tu viens d'en parler, sur ces conditions. Non seulement on sait Donald Trump a complètement décrédibilisé la parole présidentielle et l'exemple de l'Iran est l'exemple parfait avec ses fameux tacos, etc., etc. Tu viens de dire un point qui est vraiment capital, c'est que le Canada est le pays qui a tenu tête et qui n'a jamais cédé, alors qu'on a vu effectivement que certains pays européens ou la Grande-Bretagne, par exemple, qui a tenté et finalement se retrouvent dans une pire position aujourd'hui parce qu'elles ont cédé à Donald Trump. Vous n'avez pas fait ça. Mais ce qui est intéressant dans ces 15 dernières heures, j'allais dire, mais plutôt de ces 48 dernières heures, et c'est ce que tu viens de dire en disant... On avait quasiment un deal. Mettez-vous 2 secondes à la place des négociateurs d'Ottawa qui se retrouvent à négocier tout ça. On avait quasiment un deal, mais on était prudent de la part de Carney parce que d'un côté, il y avait Trump qui disait c'est fait et Carney disait non, pas encore. Et d'un coup, ça a capoté. Et tu disais c'est parce que il y a eu des demandes de dernière minute. Et c'est quelque chose qui est tellement trumpien. On sait qu'il y avait par exemple, je ne sais pas si tu as vu passer cette information, j'imagine que tu as vu la conférence de presse de Mark Carney ce matin, le fait qu'il y avait des négociations qui étaient menées par Greer, qui est le représentant des États-Unis pour mener ces négociations-là. Et puis, il y a Lutnick qui est arrivé à la dernière minute. Tu peux un peu en parler de tout ça. Comment s'est vécu au Canada cette stratégie de Trump en permanence de changer à la dernière seconde? Mais il faut comprendre que nous, on est abreuvés à tous les jours de nouvelles américaines où Trump change d'idée à tous les jours. C'est le drame américain à tous les jours. Fait que nous, on devient tranquillement insensible. Mais on arrive dans l'absurdité. On arrive à une entente qui est quasi finale. Et là, son secrétaire au commerce arrive avec des idées nouvelles en disant on veut imposer ça. Et ça, c'est quand même assez unique dans une négociation qui dure depuis au moins 18 mois, là. Et qu'on arrive avec des demandes supplémentaires en pensant que le Canada est à genoux. Et ça, à mon avis, c'est tellement loufoque pour celui qui se dit le meilleur dans les deals, le deal maker, l'art of the deal, heart of the deal, d'arriver avec des demandes supplémentaires comme ça, à mon avis. Puis on ne connaît pas tout le fin fond de l'histoire, hein, parce qu'en bout de ligne, il y aura quand même, plus tard, on aura tous les détails. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des demandes très spécifiques pour empêcher le Canada de se gouverner lui-même, donc d'empêcher les ententes internationales. C'est quand même important. De toucher, j'ai parlé de la gestion de l'offre tranquillement. La gestion de l'offre au Canada, c'est tout simplement que les agriculteurs canadiens, particulièrement québécois, on protège le lait, le fromage, les œufs, la volaille. Donc, on établit des quotas de production à des prix qui sont fixes. Ce que veut faire Donald Trump, et c'était ça dans son allocution, ce qu'il disait, c'est qu'on va libérer les fermiers américains pour qu'ils vendent les produits. En réalité, c'est domper les produits sur le marché canadien, du lait de moins bonne qualité à faible prix, qui va déstabiliser complètement le marché canadien et tous nos agriculteurs. Et ça, c'est une demande à la dernière minute de M. Lutnick qui est arrivé pour perturber la gestion de l'offre. Et la dernière, vous le mentionnez, c'est au niveau culturel. On a toutes sortes de règles canadiennes pour respecter l'aspect culturel ici au Canada, notamment dans le cinéma, dans l'ensemble. Oui, la langue française, oui, bien sûr. Oui, ça, je ne suis pas certain. Il l'a dit seulement en français. Fait que j'ai l'impression qu'il s'est adressé au public français en leur parlant. C'est possible. C'est possible. Que Mark Carney protège la langue française, j'ai quelques doutes, là, parce qu'il ne l'a pas répété en anglais, naturellement. Là.
J'ai quelques doutes. Mais ça, en passant, moi, j'ai rencontré personnellement M. Carney à plusieurs reprises. Hein. Ah C'est bon? quand même un être assez exceptionnel. Là. C'est vraiment une personne qui est au bon endroit au bon moment. Gouverneur de la Banque centrale au Canada, il était gouverneur à la Banque d'Angleterre également. Il a été aussi président d'une firme d'investissement. Et tout ça, c'est que cet homme-là a des qualités assez exceptionnelles de négociateur. Mais il n'a pas encore livré. Et aujourd'hui, on est dans le moment clé, le moment de Mark Carney. Là. Et on verra. Ce que je veux signaler, William, de plus, là, c'est que c'est depuis 5 heures, Trump n'a rien dit sur Ouais. son réseau social. Non, Parce que on moi, a je son- surveille. moi aussi, je suis allé récupérer son dernier Truth Social pour le montrer. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier. Exactement. La salle de bal. C'est la salle de bal. Voilà. Ouais. Bon, on sait qu'il est parti avec Nathalie Harp. Il est en train de jouer au golf, ce qui d'habitude ne l'empêche pas de faire des tweets. Mais là, il n'a rien fait. Ce qui, pour moi, est bon, il va y avoir une réponse de Trump et on sait qu'à part la surenchère public, parce que je pense que on va en parler lorsqu'on va avancer dans ton sondage. On va repartir sur des négociations en coulisses avec un taco à venir parce que il ne peut pas se permettre cette guerre économique, même si les États-Unis sont un pays qui est plus grand que le Canada et une économie qui est plus puissante et qui est mieux passée. Il ne peut pas se permettre. On va en parler dans les sondages parce que ça va nous ramener directement au midterm. Et d'après moi, cette absence de réaction immédiate fait que ça nous dit de l'ampleur de la difficulté. Encore une fois, on a échangé par texto avant l'émission, je vous dis tout dans le chat, on a échangé et je t'ai fait le parallèle avec l'Iran. En disant, je suis pas certain, et on saute sur The Atlantic, donc je te laisse en parler. Je suis pas certain que Trump ait les cartes en main, et toutes les cartes en main. C'est le cas de le dire. T'en penses quoi par rapport à sa faiblesse, par rapport au midterm, etc., etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense et je ne suis pas sûr que lui-même sait ce qu'il pense. Parce que sa réaction, c'est ça le danger, c'est qu'on ne sait pas la direction que ça va prendre aujourd'hui. Moi, ce que je pense véritablement, c'est qu'il y a quand même une bonne relation entre Donald Trump et Mark Carney. Donc, les négociateurs n'ont pas pu mener à bout la négociation, mais c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est directement le président. Donc, il est possible que Donald Trump téléphone à Mark Carney et règle ça avec Mark Carney directement. C'est le dernier niveau, là, parce qu'il n'y a pas de confrontation jusqu'à maintenant. Par contre, en conférence de presse, M. Carney était un peu dur à l'égard de Donald Trump. Et William, il faut se rappeler dans une émission, il l'a mentionné, Mark Carney pour Donald Trump, c'est quelqu'un d'important. Mark Carney a mené une entreprise d'investissement qui a fait qui a eu des ententes particulières pour sauver le beau-fils de M. Trump, Kushner. Ouais, Jared Pour le Kushner. sauver financièrement parlant. Et ça, il y a toujours eu une amitié entre Mark Carney et Donald Trump depuis ce temps-là. Et on joue beaucoup là-dessus au Canada en disant que peut-être la résolution du conflit va être là. Mais c'est pour ça que l'absence de réaction de Donald Trump, on se dit, est-ce que c'est parce qu'il va revenir très fort, il va rajouter des tarifs contre le Canada, ce qui est possible aussi, ou l'inverse, il cherche une solution avec Mark Carney. Tout ça parce que les élections de mi-mandat s'en viennent, c'est le 3 novembre prochain, donc c'est très rapide, et tous les indicateurs sont catastrophiques pour M. Trump. Aujourd'hui, je regardais les sites prédictifs. Pour ceux qui nous écoutent, là, il y a 3 niveaux d'information pour moi pour regarder ce qui se passe aux États-Unis. Il y a les sondages, qui est, à mon avis, la base, l'état de l'opinion. Ensuite, vous avez la probabilité que quelqu'un gagne ou pas. Et ensuite, vous avez les machines prédictives, les projections. Quand on va chez Polymarket ou Kalshi, qui sont les deux plus importants, on voit que pour la première fois, il y a une probabilité plus forte que les démocrates gagnent non seulement la Chambre de représentants, qui est à mon avis à peu près réglée, mais aussi le Sénat. Si c'est le cas, Trump devient en minorité. Et donc, à partir de là, ça va commencer à être de plus en plus difficile pour Donald Trump. Il le sait que les élections de mi-mandat risquent d'être catastrophiques. Il est beaucoup plus loin. Il est à 10 points derrière les démocrates aux élections. Et ça, c'est un pire score que celui qu'il avait eu en 2018. Donc, les prévisions qu'il y a une soirée catastrophique, M. Trump, sont élevées. Conséquemment, il n'est pas en symbiose avec l'opinion publique américaine. D'ailleurs, on a quelques sondages qu'on va parler sur les tarifs parce que les Canadiens sont excédés par les tarifs, mais aussi les Américains. Avant de rentrer dans tous ces sondages sur les tarifs, justement, on a le document, on a l'intégralité de ton document. Je voulais juste
te poser une question pour avoir ta perception. Hier, quand il y a eu cette annonce de la fin des négociations, de cette rupture de négociations, juste avant les minuit qui était la deadline, qui était le moment où les nouveaux tarifs, à minuit 1, les nouveaux tarifs, d'ailleurs on a le document de l'annonce officielle au niveau des douanes qui annonce donc ces tarifs à 50%. Juste avant ça, il y a eu Mark Carney qui a posté en français et en anglais une lettre sur son compte X, sur Twitter. Et ce qui est intéressant dans cette lettre, alors évidemment, ce n'est pas la première fois qu'il dit ce genre de choses, mais dans cette lettre, il précise que assez rapidement, si tu peux mettre la lettre, Thomas, de McCartney, ces deux documents que je voudrais les citer, annonce les premiers documents, la première page. Voilà, ça arrive tout de suite. Regarde ce deuxième, ce dernier paragraphe où il écrit « Nous avons reconnu dès le départ que les États-Unis avaient changé et que nous n'allions pas revenir à notre ancienne relation. » Je sais que c'est des choses qu'il a dit, mais de voir ça par écrit, j'ai envie d'avoir ta sensibilité dessus, évidemment, tes informations, mais ta sensibilité, parce que moi, quand je lis ça, je me dis, OK, c'est un choix politique qui le dépasse, lui, qui est à long terme. Parce que quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est jusqu'au midterm, c'est jusqu'en 2029, ou c'est au-delà de ça, le Canada a besoin de construire avec l'Europe, avec l'Asie, ne peut plus être dépendante de ce qui se passe une fois tous les 4 ans aux États-Unis et de la manière dont l'électeur de Wisconsin va voter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que d'après toi, c'est une inscription du Canada dans quelque chose de long terme? C'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Cette phrase-là provient de Davos. En février dernier, il a fait un discours reconnu devant les Nations Unies, au Forum de Davos, pardon. Et ce discours-là où il disait que le monde a changé, que la relation entre le Canada et les États-Unis, entre autres, ne sera jamais la même, qu'il faut que les puissances moyennes se regroupent ensemble. Ce message-là a résonné à travers le monde et il maintient le même discours. Oui, c'est plus que Donald Trump, parce que Donald Trump n'est pas juste la cause du problème, il est aussi la conséquence du vote des Américains et la conséquence d'un parti républicain qui est beaucoup plus protectionniste qu'avant. Vous savez, au Canada, même si le Canada est plus démocrate que républicain, ça a toujours été plus facile de s'entendre avec les gouverneurs républicains parce qu'ils étaient moins interventionnistes que les démocrates qui protégeaient leur marché. Là, mais le Parti républicain a changé. Il ne faut pas penser que les démocrates vont ramener ça comme avant. Là. La dynamique a changé. Il y a un rapport de force qui s'est établi, puis on ne pense pas qu'on va revenir à l'ancienne relation entre le Canada et les États-Unis. Et ça, pour nous, c'est majeur parce que c'est notre principal partenaire. 70% de nos exportations s'en vont aux États-Unis aujourd'hui. Vous savez, le marché canadien, on le voit comme étant un marché qui est de l'Est à l'Ouest, qu'on dit, nous, c'est d'un océan à l'autre, qui est l'expression canadienne, « marriage can marry ». Mais en réalité, la relation est beaucoup plus nord-sud. Nous, au Québec, notre relation est avec la région de Boston, le Massachusetts et New York. En Ontario, la relation est davantage avec l'Illinois. Vous le voyez, là, c'est des relations nord-sud. Les relations naturelles du commerce sont nord-sud. La frontière, elle est vraiment arbitraire, là. De ce côté, la même chose dans l'Ouest. Les relations avec l'État de Washington et surtout l'État de la Californie sont beaucoup plus fortes qu'avec le reste du Canada. Le Canada est un peu un pays artificiel qui a été créé pour se protéger de la Révolution américaine par les Britanniques, la Révolution américaine. Fait que tout ça pour dire que les États-Unis qu'on connaît, ce sont les États-Unis des États du Nord. Et beaucoup d'États du Nord sont des États républicains. Et ces États-là, pas dans l'Est, là, mais dans le reste des États-Unis, mais ces États-là vont maintenir cette dynamique-là qui est créée par Donald Trump. C'est pour ça que le discours de M. Carney est arrivé au bon moment. Et il a tenté de diversifier l'économie canadienne, mais ça prend du temps avant de pouvoir réagir. Ouais. Ouais. Et justement, en fait, si tu viens de répondre, on avait une question qui t'avait été posée sur maintenant-media.com par Véro, qui se disait que est-ce que ces relations internationales avec le Canada pourraient être rétablies en cas de vague bleue? Oui, peut-être, mais
c'est véritablement, on assiste au-delà d'une guerre à une vraie révolution du côté du Canada en disant voilà, il faut plus être dépendant des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on va rompre tout avec les États-Unis, mais il faut regarder ailleurs. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, un des enseignements de ton sondage. Donc Thomas va nous afficher cet énorme sondage. Vous êtes vraiment allé, et c'est pas pour rien, encore une fois, je le répète, qu'il est cité, pas simplement au détour d'une phrase, mais utilisé dans l'article de The Atlantic, utilisé sur plusieurs articles du New York Times, parce que vous êtes vraiment allé à fond dans ces questions de ces négociations au niveau des tarifs douaniers, négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada. Et l'enseignement principal, alors on va se promener et Thomas t'entend, donc si tu as besoin d'aller à une page précise, n'hésite pas à lui dire. Mais pour moi, l'enseignement principal, c'est celui au niveau de l'opinion canadienne qui est en rupture, du moins n'était pas en rupture, mais était un petit peu critique par rapport au gouvernement en disant voilà, vous n'êtes pas assez... vous êtes un petit peu mou, je ne sais pas comment dire ça, vous êtes un petit peu mou par rapport aux États-Unis, il faut être plus sévère avec Donald Trump. Donc cette volonté, tout à l'heure tu parlais de la politesse, le côté affable, mais cette volonté conflictuelle presque est en rupture avec ce qu'on croit du Canada et qui est juste cette politesse, cette gentillesse, etc., etc. Comment tu expliques ça? Et Thomas va aller dans ses premiers chiffres. C'est la suivante, je pense que c'est la page 10, là. C'est la suivante où on a la première question qu'on leur a posée. La beauté de mon métier, c'est d'être capable de poser la question la plus précise possible. Ici, on pose la question sur la perception des négociations. Est-ce que les Canadiens pensent que le gouvernement était trop passif? La réponse, c'est relativement oui. Puis c'est la réalité aussi où on a essayé d'éviter le conflit. À tout égard, les gens estiment que, oui, est-ce que vous étiez passif ou été bien balancé ou l'inverse, a été agressif? Non, la mentalité canadienne, c'est pas d'être agressif. Une expression ici qu'on dit que quand les Américains nous pilent sur le pied, on s'excuse qu'on a placé notre pied en dessous du leur. Vous savez, c'est tout ça pour dire qu'on est très tolérant. Mais c'est la prochaine qui est la plus intéressante pour moi. La prochaine qui va aller à l'autre là. Ça arrive, la suivante, Thomas. On va voir qui est. Voilà, c'est ça là, évidemment. C'est celle-là qui a fait la une de partout. C'est qu'on a demandé maintenant, en fonction des négociations, est-ce que vous souhaitez que l'approche canadienne soit davantage une approche dure, une ligne dure, ou davantage de la flexibilité? Et là, c'est la première fois que je vois ça dans le sondage, que les Canadiens ont dit « c'est assez ». On doit avoir une ligne dure. 56% des Canadiens disent on doit avoir la ligne dure. Et c'est au Québec que c'est le plus élevé. En tout cas, dans l'Est du Canada, le Québec et les provinces atlantiques, où on a 61% qui disent non, c'est le temps. Et ça, je sais que c'est rendu jusqu'au bureau de M. Carney parce que c'est la première fois où il sentait qu'il y avait l'appui des Canadiens pour y aller. Ici, vous le voyez par province. Là. Chaque colonne, c'est la province, les provinces atlantiques, qui est une petite région. Ensuite, vous avez le Québec à 61%. 61, et là, vous avez en Ontario à 53%. Donc, la majorité des provinces, jusqu'à la BC, qui est la province de la Colombie-Britannique, qui est à 58%. Et justement, excuse-moi de t'interrompre, je voudrais qu'on parle de seconde du Québec, parce que tu sais qu'on a beaucoup de Québécois qui nous suivent, qui nous regardent et qui nous soutiennent et qui étaient vraiment ravis de savoir que tu allais venir aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte que dans la première question et cette question-là, c'est le Québec quasiment qui est toujours en tête. C'est-à-dire que c'est eux qui regrettaient le plus que il y avait cette attitude quasiment passive. Et ce sont eux aujourd'hui, dans la plus grande majorité, qui disent non, il faut aller, il ne faut plus se laisser faire, c'est suffisant, stop, qui en gros correspond exactement à ce qu'a dit Mark Carney aujourd'hui. Comment tu expliques que les Québécois ont une opinion aussi forte sur ce que doit faire le Canada dans cette opposition à Donald Trump? C'est toujours notre côté un peu français et latin. Hein? On a une réaction un peu plus sanguine quand on se fait attaquer comme celle-là. Là. Et au Québec, ça a toujours été une première réaction très forte. Là. Et puis on la connaît sur cette question-là. Mais en plus aussi, c'est le fait que le Québec aussi est le pays qui s'est le plus opposé à Donald Trump depuis les débuts. Parce qu'il y a des endroits au Canada, comme en Alberta, où ils étaient relativement favorables à Donald Trump. D'ailleurs, les gens de Calgary se demandent s'ils font partie du Canada ou des États-Unis.
Mais Mhm. la proximité est très, très forte. Alors que le Québec, non seulement culturellement, on est différent, mais on a aussi on a aussi nos appréhensions à l'égard de Donald Trump. Et ça, c'est un facteur qui est à travers l'histoire, là, les États-Unis, on a toujours été un peu plus réticents face aux États-Unis. L'Ontario, forcément, c'est toujours la province clé, parce que les gouvernements canadiens se préoccupent d'abord des Ontariens. Et c'est pour ça que dans la négociation, c'est certain que la négociation dans l'industrie automobile, l'industrie de l'acier et même un peu le bois, c'est aussi l'Ontario, c'est la préoccupation essentielle de Mark Carney. C'est là qu'il y a la plus grande représentation de ses députés. Et malgré tout, la majorité des Ontariens se disent, non, non, c'est le temps de lever les coudes, comme on dit, elbow hop, qui est l'expression de Mark Carney. Exactement. Je voudrais qu'on reste 2 secondes sur le Québec, parce que c'est une question que j'avais prévu de te poser dans tous les cas et qui aujourd'hui a encore plus d'actualité. C'est que la semaine dernière, il y a eu cette déclaration sur le référendum le référendum d'une indépendance du Québec. Cette déclaration-là, si tu peux un petit peu résumer à tout le monde, cette déclaration-là, elle s'inscrit dans cette volonté de résister à Donald Trump? Oui, exactement, parce que nous sommes en élection au Québec. Donc, en même temps, en parallèle, il y a des élections aux États-Unis, mais il y a des élections au Québec. Et il y a aussi un référendum en Alberta. Vous savez, il y a 3 événements qui ont lieu présentement. Au Québec, nous sommes en élection et un des partis, celui qui est le plus probable qui gagne les prochaines élections, c'est-à-dire s'il y avait élection aujourd'hui, le gouvernement serait du Parti québécois, mais serait minoritaire. Vous savez, c'est quoi en France, des gouvernements minoritaires? Ça veut dire qu'il y aura pas mal de discussions et de conflits au cours des prochains mois, si c'est le cas. Mais ça étant dit, il serait minoritaire et ce parti porte la question de l'indépendance sur ses épaules. Et ce qu'ils ont affirmé, c'est qu'il n'y aura pas de référendum sur la souveraineté tant que Trump est là parce qu'il est trop imprévisible. Donc, Trump a un impact sur la réalité canadienne et québécoise à cause de ça. Et ça veut dire donc que les questions de relations internationales on sait qu'ils vont prendre le dessus au cours des prochaines semaines. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, s'est dit non, on va attendre 2028 en espérant que Donald Trump ne soit plus là pour prendre une décision sur le référendum. J'ai la petite parenthèse en espérant qu'il ne soit plus là parce que on ne le sait pas avec lui, là. Ouais, et justement, il y a un autre impact dont on a parlé très souvent ici, c'est tout ce qui est boycott. J'imagine que, je ne sais pas si c'est quantifiable, mais s'il y a des études, que c'est cette statistique de ça suffit. Il faut mettre les points sur la table et il ne faut plus faire de concessions parce que c'est vraiment ça. Ta question, c'est on ne fait plus de concessions à Donald Trump. J'imagine que c'est les provinces qui sont le plus dans cet état d'esprit, ce sont celles qui participent le plus au boycott, non? À toutes les opérations de boycott, Oui, c'est encore une réalité. Oui, parce que, par exemple, les voyages aux États-Unis ont baissé de 20% au cours de la dernière année, là. Les gens vont moins aux États-Unis. Il y a comme une dynamique au Canada qu'on évite les produits américains, quels qu'ils soient. La boisson américaine n'est plus vendue dans les succursales de la SAQ ici au Québec, c'était les alcools ou LCBO en Ontario, ou ainsi de suite, là. Il y a des conséquences, véritablement, là. Mais les Canadiens s'opposent. Mais il faut se dire une chose, c'est que l'imposition de tarifs de M. Carney, les premières personnes qui seront touchées par ça, ce sont les consommateurs canadiens. Parce que dans la réalité, ça aura un impact sur les coûts des produits au Canada. À court terme, les gens sont d'accord, mais la pression économique risque d'être de plus en plus élevée. On verra dans un mois s'ils sont toujours d'accord. Ouais, dans The Atlantic, je lisais qu'il y avait plus de 1 million de bouteilles de vin des États-Unis qui étaient toujours bloquées dans des hangars du côté américain et qui sont invendables parce qu'il faudrait rechanger les étiquettes pour essayer de les exporter ailleurs, etc., etc., et qui sont bloqués dans le cadre de ces opérations de boycott. Et c'est l'ampleur de la chose. On avait une question pour toi, et après on va quitter le Québec et on va retourner dans le sondage, de Joanne qui nous disait « On est en élection partielle au fédéral dans mon comté. Est-ce que le résultat des négociations, donc on le connaît maintenant, ce résultat de négociation, va vraiment nuire au vote libéral ?» Donc ça, c'est vraiment pour nos Québécois. C'est l'inverse qui s'est passé il y a un an à la dernière élection. Mark Carney a réussi à succéder à Justin Trudeau et a gagné les élections justement parce qu'il y avait une guerre tarifaire. Et étant donné que l'élection est très rapide, là, dans une dizaine de jours ici au Québec, ça risque davantage de profiter à Mark Carney qu'autre chose, là.
parce que les Canadiens se serrent les coudes. Hein. Il y a une certaine solidarité à ce Ouais. moment-ci au Canada. Hein. Mais c'est vraiment ce Donc, ce qui m'a marqué hier quand il y a eu cette annonce. J'étais sur les réseaux sociaux et je suis allé voir tout de suite les réactions. Donc il y a eu quelques réactions politiques, mais il était tard. Donc il y a eu Doug Ford qui en a parlé tout de suite. Mais sinon, on a attendu pour le reste. Mais c'était sur les réseaux sociaux, le nombre de messages. Je suis allé voir, c'était pas des robots, c'était des véritables comptes de Canadiens en général, de partout, hein, de toutes les provinces, qui venaient remercier Mark Carney dans les messages en disant merci de ne pas avoir cédé. Ce soir, je suis fier d'être Canadien. Donc, il y a ce véritable élan qui va très certainement le bénéficier. Mais justement, ton sondage, tu l'as fait aussi, je crois, par parti politique, c'est ça? Et ouais, voilà, il est là. Et est-ce que tu as un enseignement à tirer de ça ou tu te rends compte que c'est une volonté? Je sais que Thomas va nous montrer aussi le tweet ce matin de Pierre Poilievre qui représente l'opposition et qui est derrière le Premier ministre. Mais je voulais t'entendre là-dessus sur cette position qui est, à mon avis, et corrige-moi si ce n'est pas le cas, mais qui est globalement soutenue par beaucoup de Canadiens, en tout cas une grande majorité, quelle que soit leur couleur politique. Oui, vous avez les différentes colonnes. La deuxième colonne, quand on voit CPC, là, c'est le Parti conservateur du Canada, ça. Et même chez les conservateurs, qui est la principale opposition, la majorité des gens se disent qu'ils appuient la position de Mark Carney et qu'on doit avoir une ligne plus dure à l'égard des États-Unis. Et c'est pour ça que Pierre Poilievre lit bien les sondages, en tout cas lit bien l'humeur des Canadiens. Lui-même a pris une position assez forte en faveur de Mark Carney, ce qui est assez unique, là, parce qu'il était un critique important de Mark Carney. Il faut se rappeler que Pierre Poilievre, pendant 2 ans de temps, il a joué au mini-Trump ici au Canada. Ouais. Mais Trump n'a jamais eu de respect pour Pierre Poilievre. Même J.D. Vance, cette semaine, a dit comment il était inutile dans les discussions, Pierre Poilievre. Il n'a pas été respecté par ses alliés, dans le fond. Et pourtant, J.D. Vance s'y connaît en inutilité. Donc, voilà. Mais bon. Elle est bien bonne. Mais c'est ça. Fait qu'au Canada, donc ça veut dire qu'à travers, c'est un sujet qui est transpartisan. Là. Il y a tous les partis politiques, quels qu'ils soient, favorisent cette position-là canadienne. Hein. Fait que donc, cet effet de solidarité-là, dans le fond, a bénéficié à Mark Carney, sauf que tôt ou tard, il doit livrer. Et là, on verra. Parce qu'aujourd'hui, on vit à l'heure. Là. On ne sait pas trop ce qui va se passer à l'heure suivante. Comme je dis, avec Donald Trump, dans les négociations, il y a toujours du sang sur les murs. On sort jamais sans que ça frappe de partout. On le sait, ça fait nous, on pense que c'est terminé, les tarifs. Non. Dites-vous une chose, il y aura un autre drame qui va se passer, ça va se poursuivre, ça. C'est la vie quotidienne au pays de Donald Trump. Et c'est pour ça que c'est pas terminé. Donc, oui, une solidarité à court terme, on verra dans quoi ça ira. Justement, c'était ma question, sur ce court terme, est-ce que c'est quelque chose que, en tant que sondeur, tu peux tenter de quantifier? Est-ce que c'est possible Alors, on sait ce que sont les sondages et ce que ne sont pas les sondages. C'est vraiment cet instantané du moment. C'est pas forcément une prédiction. Mais est-ce que tu penses que cette solidarité, en tout cas cette union, hein, c'est une des forces de Donald Trump, c'est qu'il arrive à rassembler les partis contre lui, donc bravo. Est-ce que tu as le sentiment, et évidemment tu l'as dit et c'est super important, il faut garder ça en tête parce que ça souligne aussi le courage des Québécois et le courage des Canadiens, c'est que vous allez être les premiers impactés par ça. Il va y avoir des impacts aux États-Unis, mais c'est vous, le Canada, vous, les consommateurs canadiens, qui vont être le plus impactés par ça. Les prix vont augmenter pour quasiment tout. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose, cette volonté de résister, va durer plutôt de manière courte ou c'est quelque chose sur lequel Mark Carney peut compter pendant plusieurs mois? Ah, ça, c'est la question clé. C'est sûr qu'à court terme, ça, c'est un sondage de la semaine dernière, là, 15 au 17 août, là, je ressonderais aujourd'hui, là, ce chiffre-là de 56% serait rendu à 80-85%. La réaction primaire, là, elle est forte. À ce point. Oh oui, aujourd'hui, wow. Et aujourd'hui, c'est fort. Par contre, dans quelques jours, on va entrer dans la réalité. C'est-à-dire où véritablement le coût de la vie va augmenter. Et là, on verra la tendance de fond. Parce que, comme tu l'as dit si bien, un sondage demeure une photo de l'événement. Nous, ce qu'on aime, c'est regarder le film de l'événement, c'est-à-dire plusieurs photos, une après l'autre, pour voir la vraie tendance, là.
C'est la même chose aux élections au Québec. Les élections vont être déclenchées la semaine prochaine, jeudi prochain, le 27 août. Le sondage autour du 27 août, pour moi, est important parce qu'elle indique la tendance. Et dans une élection, quand la tendance est partie, normalement, une élection va accélérer cette tendance-là. La tendance est plus importante que le chiffre lui-même, là. Et c'est la limite du sondage, là. Il se passe tellement d'événements autour que ce 56-là, aujourd'hui, il est même dépassé. Wow. Non, non, c'est assez exceptionnel et c'est aussi la nature d'avoir un Trump qui change d'avis en permanence. C'est-à-dire quand Carney, ce matin, dans sa conférence de presse, annonce cette riposte dollar par dollar, il dit à partir du 8 septembre. C'est ça, hein, si je me rappelle bien la date, il dit à partir du 8 septembre. Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, on est le 22 août, entre le 22 août et le 8 septembre, avec Donald Trump, on peut encore changer d'avis une quinzaine de fois. Hein, et du coup, Et c'est ça, c'est extrêmement difficile. Ouais, c'est ça le pari. Et moi, je pense que la volonté première du gouvernement canadien, c'était d'attendre les midterms, de gagner du temps. Un peu ce que tu mentionnais dans ton tweet, William, comme les Iraniens. Ils ont gagné du temps. Et avec Trump, il faut que tu gagnes du temps parce qu'il va changer d'idée de toute façon. Et donc, remettre ça le 8 septembre, ça veut dire que pour lui, entre aujourd'hui, le 22 août et le 8 septembre, il y a encore une possibilité de négociation pour que Trump évite les tarifs canadiens, là. C'est ça. C'est une histoire sans fin, ces négociations-là. C'est une situation complètement flottante. On va avancer dans le sondage. Donc, Thomas va avancer page par page. S'il y a un point sur lequel tu veux rebondir, tu es ici chez toi. On n'a même pas discuté de combien de temps on avait d'ailleurs. Je fais que voilà. Donc, quand tu dois partir, tu nous le dis. Donc, on va avancer dans ce sondage. Et dès qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, dont tu veux vraiment donner l'impact, tu le dis à Thomas et il va te suivre. Non, si on revient à la précédente, il faut regarder juste là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans un tableau comme cela. Regardez seulement la dernière colonne. Qui est le total de ceux qui ont une bonne opinion. Vous savez, Mark Carney n'a pas touché à l'énergie. Il n'a pas taxé l'énergie, parce qu'on peut taxer l'électricité qui est produite au Canada et qui est envoyée aux États-Unis. Il n'a pas touché ni le gaz naturel, ni le pétrole, ni le minerai. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'il s'est fait interviewer aujourd'hui, parce que ça, c'est la prochaine étape si jamais il y avait une guerre tarifaire. Il a sous-entendu aujourd'hui cette histoire. Je pense qu'on a l'extrait justement de Mark Carney, on va l'écouter sur l'énergie, où il dit en fait, la balance commerciale, elle n'est pas aussi importante que ça, parce que les Américains consomment énormément de notre énergie, de notre électricité. Qu'est-ce qui se passe si on met une taxe là-dessus? On écoute McCartney et puis tu développes ce point-là. Vas-y Thomas. To a deal with Canada. Another prominent justification for U.S. tariffs has been their claim that since the United States runs, quote, a trade deficit with Canada, we were ripping them off. Also a quote. But the U.S.'s narrow merchandise trade deficit only exists because the U.S. buys so much of its energy from Canada. Canada fuels American growth, supplying 99% of their natural gas imports, 85% of their electricity imports, 60% of their crude oil imports. I don't think they want us to stop sending any of that energy. Alors ça, c'est une menace. C'est vrai, là, c'est une vraie menace. Là. C'est une vraie menace parce que, vas-y, je t'explique, vas-y. Vous avez compris les chiffres qu'ils ont mentionnés. Donc, la consommation d'énergie américaine est liée à l'électricité, qu'on produit 99% d'électricité, et ainsi de suite. Là. Sur le pétrole, c'est la même chose. D'ailleurs, dans l'entente, Donald Trump a dit qu'il voulait donner son accord au pipeline de Keystone. Ouais. Exactement. Et ça, c'est important parce que M. Biden l'a arrêté. Et ça, à mon avis, c'est un des éléments qui est au cœur de l'entente. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, il n'a pas taxé l'électricité, l'énergie, le gaz naturel et tout ça aux États-Unis parce que là, il peut vraiment faire mal au marché américain. Et là, forcément, on aura le retour de Donald Trump sur ces questions-là. Mais là, dans sa menace, il va encore plus loin que taxer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les États-Unis veulent vraiment qu'on arrête d'exporter cette énergie qui est en fait le carburant du moteur de l'économie américaine? Est-ce que c'est une première fois que Mark Carney va aussi loin en disant que... Alors, c'est peut-être que des déclarations, mais que cette idée de dire on arrête tout?
Oui, mais il faut comprendre le fonctionnement. La conférence de Mark Carney s'adresse pas aux journalistes, elle s'adressait à Donald Trump. Ouais, Pour comprendre que c'est la première fois que Mark Carney se lève en disant voici, là, c'est clair. On impose des tarifs et on a une menace sur l'énergie. Maintenant, on attend la réaction de Donald Trump. Parce que normalement, Donald Trump, ce qu'il a dit, c'est que n'importe quel pays qui va fixer les tarifs, on va rajouter de nouveaux tarifs. ouais. On va voir si Donald Trump réagira à cet égard-là. Mais le sondage démontre que les Canadiens appuient la démarche de Mark Carney à cet égard-là. 74%, c'est justement pour ça. C'est pour cette taxe supplémentaire sur l'électricité. Et là, pour le coup, ça vise énormément d'États qui vont voter pour les élections de mi-mandat. Je pense ici au Michigan, par exemple, où on sait que ça va être... c'est l'État que les républicains espèrent, face à Abdul El-Saïd, c'est l'État que les républicains espèrent flipper au niveau du Sénat. Il y a aussi l'Ohio. C'est vraiment ces États-là, c'est des États qui vont voter, parce qu'on sait, hein, souvent on le dit ici, que oui, au niveau de la Chambre des représentants, on va voter dans tous les États-Unis, mais pas au niveau du Sénat. Donc c'est vraiment aussi une pression de le mettre, encore une fois, face à ce qu'on appelle la midterm clock ici, qui est l'horloge des midterms, en sachant qu'il y a l'aiguille qui avance. On est à 73 jours, je crois, des élections. Est-ce que c'est ta perception aussi? Oui, et puis rajouter la boisson, qui est un peu plus loin dans le sondage, là, de bannir la boisson américaine. C'est déjà le cas. Il y a encore 64% qui l'appuient. Et la boisson américaine, c'est davantage dans les États républicains. Ouais. Le whisky américain et l'ensemble de la production américaine qui sont touchés. Ça, Donald Trump est revenu plusieurs fois à cet égard-là, que ça les touche directement. C'est une vraie bagarre, hein? C'est une vraie bagarre. Mais Donald Trump, ce qu'il regarde, c'est l'état du marché global, c'est l'état du marché boursier, par exemple, comment le marché boursier va réagir lundi prochain. Ça a beaucoup d'impact sur la décision de Donald Trump. Que les pauvres s'appauvrissent, que les fermiers perdent de l'argent, c'est secondaire pour Donald Trump. D'ailleurs, sa décision sur le bœuf, vous l'avez vu, là, Ouais. sa décision sur le bœuf, pour réduire le prix du bœuf, il enlève les tarifs de certains pays pour importer du bœuf. Tout le monde est malheureux. Il vient de confirmer que ces tarifs ont un impact sur le prix en faisant ça. Ouais. Mais en même temps, tous les producteurs de bœuf aux États-Unis se disent non, on va être en concurrence contre le bœuf chinois, le bœuf européen, et ainsi de suite. C'est tellement aléatoire, ce type de décision-là. Ça donne l'impression que c'est en fonction de la dernière personne qui l'a rencontré. Ouais, mais c'est vraiment ça. Je ne sais pas si tu as lu ce formidable ouvrage qui a été publié il y a quelques mois, qui s'appelle Regime Change, de Jonathan Swan et Maggie Haberman, deux journalistes du New York Times, qui en racontent la présidence de l'intérieur. Et il y a cette anecdote qui revient, qui est exactement celle que tu viens de dire, en disant voilà, il va rencontrer 50 personnes et c'est la dernière personne qui va lui parler dont il va retenir l'avis, surtout si cet avis correspond à ce qu'il pense. Et donc, c'est la difficulté. Et sur le bœuf, justement, il y a une dizaine de minutes de ça, j'ai vu passer la dépêche, il y a quand même la National Farmers Union qui avait apporté le soutien à Donald Trump, donc qui est l'union des fermiers, une union nationale qui est prête à partir à la guerre contre cette décision de Donald Trump, qui impacte, comme tu le disais, je sais que Cody nous avait fait un reportage sur le Kentucky et sur le Bourbon, qui était vraiment Bourbon whisky, qui était vraiment Tennessee également, qui sont vraiment, vraiment impactés. Ce sont des États rouges. C'est ce qui est en termes de calcul politique. Je sais que toi et moi, on est fascinés par tous ces calculs politiques. Ce qui est peut-être la chose la plus difficile à comprendre chez Donald Trump, comment il se tire sur le pied dans le pied en permanence. Ouais. Des fois, je surveille le Truth Social parce que je suis persuadé que pendant l'entrevue, il va dire quelque chose. Hein. Je le surveille aussi, t'inquiète pas. Je surveille. mais c'est exactement ça. Il y a un calcul politique, il y a un calcul aussi, est-ce que sa famille peut en bénéficier? Ouais. Parce que, vous savez, le nombre de milliards de dollars qu'il a engrangé de sa présidence, là, c'est assez effroyable, que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit l'ensemble des décisions qu'ils prennent ou les compagnies dans lesquelles ses fils investissent. Là. Il y a tellement d'intérêt aux États-Unis, il y a tellement de pouvoir dans les mains d'un seul homme. Ouais, Là-dessus, vas-y, je t'en prie.
Je t'en prie. On a eu le même exemple, nous, avec le pont qui a été bâti avec le Canada, où il y avait une entente avec les États-Unis qu'on payait pour le pont. Et Donald Trump, parce qu'il a rencontré le propriétaire du pont concurrent, il a fermé le pont pendant plusieurs mois. Ouais. Et cette personne-là a été un donateur à la campagne de Donald Trump. Et là, en final, il a renégocié. Et finalement, les profits du pont vont être divisés en deux. En réalité, Ouais. c'est encore le Canada a encore reculé. Et tu sais, j'ai une théorie que je vais te partager. Peut-être tu vas dire que je suis fou, mais j'estime que travaillant sur Donald Trump depuis 2015, je commence à connaître mon bonhomme. Et donc ma théorie est la suivante. Depuis 15 jours environ, Donald Trump vend un accès privilégié à Truth Social pour $100,000 par mois à des compagnies de Wall Street. Et donc je me dis, là, pour certaines compagnies de Wall Street, la réponse de Trump, ça va être une manière de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On est samedi, il est 15h, il est 16h30 du côté de la côte Est. Les marchés boursiers sont fermés. Et donc, je me dis que peut-être cette absence de message, de réponse maintenant de Donald Trump, en fait, c'est volontaire. C'est pour dire non, on va attendre encore quelques heures au moment où il y a les futures qui vont s'ouvrir pour donner ma réponse de manière exclusive aux gens qui me payent pour qu'ils ils en bénéficient sur les marchés. Est-ce que c'est moi qui suis fou ou ça te paraît plausible dans ce que tu sais du personnage? Moi, je pense que c'est plausible. Comment est-ce possible qu'un président des États-Unis puisse vendre à 100 000 $ de l'information privilégiée? C'est impensable à travers le monde. Même en Chine, on ne fait pas ça. C'est fou. C'est fou. C'est fou ce qu'on dit. Et là, c'est certain que tôt ou tard, parce que la décision de Donald Trump va avoir un impact sur le marché boursier de lundi matin. Là. Et il le sait, là. Il le sait parce que s'il réagit puis augmente ses tarifs, les actions canadiennes vont chuter. Et l'inverse est vrai aussi pour les États-Unis. Donc, non, on est dans un monde irréel, un monde qui a changé, comme disait Mark Carney. Là. Et c'est pour ça que dans le sondage, les Canadiens sont conscients de ça. Ils sont conscients que le monde n'est plus pareil. Et là, cette réaction-là canadienne nouvelle, on va voir comment Trump va réagir à une véritable opposition canadienne, ce qu'il n'a pas eu depuis le début. Ouais. On verra. Et en général, ce qui peut être rassurant, c'est que la leçon qu'on doit, et Thomas, tu peux avancer dans le sondage, la leçon qu'on doit garder souvent de Trump, quel que soit le sujet, c'est que les personnes qui cèdent, qui mettent le genou à terre et qui pensent s'acheter une tranquillité, en fait, ils démontrent leur faiblesse et Trump adore torturer les gens faibles. Et on s'est rendu compte, quels que soient les sujets, au niveau politique, au niveau local, au niveau international, que Donald Trump a peut-être plus de respect ou alors Donald Trump est un peu heureux, ça je n'en sais rien, a plus de respect pour les gens qui lui résistent. Donc c'est certain, il doit répondre pour parler à sa base, pour parler aux Américains, ça c'est certain, mais je suis pas convaincu que il ne soit pas dans la position de dire ok, bon, ils sont sérieux, trouvons un accord, plutôt que ok, on cède tout. Dans Regime Change, toujours, il raconte, je te partage cette anecdote, mais il raconte comment ils ont négocié avec les cabinets d'avocats qui ont cédé tout au début de sa présidence et qui lui ont versé, qui lui ont donné des dizaines de millions de dollars de travail juridique complètement gratuit. Et donc, il y a ces négociations qui sont menées au bureau Oval, c'est lui qui s'en charge, et il demande 50 millions. Et les personnes face à lui cèdent. Ils disent OK. Et le temps, c'est ce que raconte Maggie Haberman, le temps où il les accompagne du bureau Oval à la porte du bureau Oval, c'est un laps de temps très très court, il dit ah bon, finalement ça sera 100. Parce qu'il s'est rendu compte de la faiblesse. Parce que quand il dit 50, il dit c'est inacceptable, ils ne doivent pas céder. Et une fois qu'il sent la faiblesse chez quelqu'un, il devient un véritable carnassier, tu vois. Et donc, c'est là que je trouve que la réponse de Mark Carney est extrêmement intéressante parce qu'il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse, mais en même temps, il faut qu'il fasse attention parce que c'est un exemple pour le reste des autres pays.
Donc, en même temps, je ne sais pas trop comment qu'il va réagir. On verra, là. J'aimerais ça, si vous voulez passer à la partie américaine. Vas-y, Parce Thomas. que la partie américaine est un petit peu plus loin. Il y a toutes sortes de lignes. Non, c'est ça. Si vous allez un petit peu plus loin, Vas-y, là, encore, vous allez encore, voir. vas-y. Voilà, Voilà. on y arrive. D'abord, sur l'intention de vote, là, vous voyez, ici, vous avez deux données sur l'état actuel des choses. La donnée la plus foncée, ce qu'on appelle les likely voters. S'il y avait élection aujourd'hui, les démocrates auraient 54% des voix, les républicains 42. C'est 12 points d'avance. Ça voudrait dire que l'ensemble de la Chambre des représentants va être fortement majoritaire pour les démocrates. Et même au Sénat, même si c'est défavorable pour les démocrates au Sénat, ils iraient chercher la majorité. Allez à la suivante sur le vote de Donald Trump. Attends, si je peux me permettre, parce que je voulais te faire un compliment sur ce sondage-là, parce que le premier réflexe, on se dit, mais pourquoi poser une question sur 2028 aujourd'hui en 2026? Mais parce qu'en fait, on en revient à l'origine du sondage, qui est un instantané de ce moment-là. Je trouve que c'est une manière super habile de voir où est l'opinion aujourd'hui. Parce que tu poses la question, mais c'est pas du prédictif, c'est de dire, en fait, ça nous démontre, à travers cette question, ça nous démontre aujourd'hui où se trouve l'opinion américaine. Et ça, je trouvais que c'était c'est super intelligent. Et pour la suivre au fil des mois. Et on voit que la dynamique est favorable aux démocrates. Et comme sondeur, il faut toujours faire attention parce qu'on a toujours peur de sous-estimer Donald Trump. Mais quand Trump n'est pas sur l'étiquette, on ne sous-estime jamais les républicains, même si c'est l'inverse dans les deux derniers mi-mandats. On surévalue légèrement les républicains. Et c'est pour ça qu'on le suit. Vous l'avez aussi par secteur. Là, ici, vous avez le Northeast, Midwest, pardon, le Sud et l'Ouest. On regarde où sont forts. Forcément, les démocrates dans l'Ouest sont extrêmement forts parce que la Californie a un poids important. Là. À l'inverse, dans le Sud, c'est là où c'est beaucoup plus serré encore entre Donald Trump et pas Donald Trump, mais démocrates et républicains. Et chez les jeunes aussi, hein, chez les jeunes, c'est il les a perdus, hein, il les a perdus. Hein. Ouais, de façon importante. Le problème des jeunes, c'est qu'ils vont pas suffisamment aller voter. Là, on verra aux élections de mi-mandat, mais ils sont pas nécessairement motivés par les démocrates non plus. Hein. Non, ça c'est certain. Donc, vas-y, tu voulais nous parler de cette statistique. Ouais. 37% de performance, donc de gens qui approuvent, c'est le pire score que j'ai jamais mesuré à l'égard de Donald Trump. Il est dans les bas-fonds. Le 37 chez nous, Ipsos est à 34, Silver Bulletin est à 36. On est tous autour entre 34 et 37 là, de taux d'approbation, ce qui est extrêmement faible. On se rappelle qu'il y a eu 50% des votes la dernière fois, ou 49 points quelque chose, là, et ça veut dire qu'il est 12 points de moins qu'aux dernières élections. C'est assez catastrophique. Normalement, en début de mandat, c'est peut-être possible, mais quand on arrive aux élections de mi-mandat, là, c'est que Donald Trump, l'appui de Donald Trump ne permet pas aux républicains de gagner plus de votes, c'est l'inverse. Trump devient toxique, même pour les républicains. Alors, Trump devient toxique et aujourd'hui, la seule stratégie des républicains, et ça a été encore dit hier lorsqu'il était en Caroline du Sud, c'est de l'envoyer de partout et en disant « votez comme si j'étais là ». Je comprends pourquoi il y a ce discours, parce que j'imagine que tu as dû le remarquer dans ton sondage, il y a plein de républicains, ils ne voteront pas démocrates, mais ils ne veulent pas aller voter, ils ne voteront pas. Donc j'imagine qu'on veut réveiller ces électeurs-là et les inciter, mais à chaque fois qu'on sort Donald Trump, au niveau des indépendants, qui est devenu la dernière enquête Gallup, je ne sais pas si tu as vu passer ça, ils estiment qu'aujourd'hui, c'est 45% de l'opinion publique américaine, ce sont des indépendants. Donc, c'est le premier parti. Sortir Donald Trump aujourd'hui dans le contexte actuel et ce qui se passe au Canada ne va pas aider ça. C'est une stratégie risquée. Je ne sais pas s'il y a une stratégie qui fonctionne aujourd'hui pour les républicains. T'en penses quoi? Mais si vous pouvez voir, vous voyez le rapport que vous avez devant vous, il y a 3 colonnes, je ne sais pas si on peut les grandir, les républicains, démocrates et indépendants. Vous allez voir le vote. Chez les démocrates, c'est normal. 8% voteraient pour Trump, mais 90% voteraient contre lui. Ça me va. Chez les indépendants, qu'on vient de parler, seulement le tiers des indépendants soutiendrait Donald Trump. Il est à 32% chez les indépendants. Mais même chez les républicains, où il a toujours été autour de 90, 95, 98%. Ouais. Là, c'est 83%. Donc, il y a moins de républicains qu'avant
Et malgré tout, parmi les républicains, il y a encore près de 20%, 1 sur 5, qui n'apprécient pas Donald Trump. Et donc, sa base est en train de s'effriter. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, là. Parce que même Ça, si c'est tu nouveau. compares avec 2018, où il y avait eu ses élections en demi-mandat et il était président, où il a perdu les élections, sa base était là. Il avait terminé, je pense qu'en moyenne, il avait terminé à 94% chez les Républicains. Ça n'avait pas été suffisant, mais sa base était là. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a ce rejet de Donald Trump chez les Républicains. Et je ne sais pas, moi, le sentiment, et c'est aussi parce que nous sommes installés aux États-Unis, c'est je ne vois pas c'est quoi le remède pour ça, pour Donald Trump. Comment il se réconcilie avec ses propres électeurs. J'ai le sentiment qu'une fois que tu as ce terrain-là sous tes pieds qui commence à fuir, ça sent pas bon pour le reste. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? D'expérience générale, j'appuie parfaitement ce que tu dis, mais c'est Donald Trump. Et à chaque fois qu'on parle de Donald Trump, l'histoire est toujours plus difficile à répéter. Combien de fois on a dit que c'est la fin de Donald Trump durant ses procès particulièrement? C'est terminé. Comment un politicien peut passer à travers ça? Donc, à chaque fois que Donald Trump est dans le portrait, il s'en sort. C'est pour ça qu'on se garde toujours une réserve. Est-ce que oui ou non? Ce qui est certain, c'est que jusqu'au 3 novembre au soir, on va se poser la question, est-ce que ces chiffres-là vont porter jusqu'au bout? Et je pense qu'il y aura une vague démocrate, une vague bleue, le 3 novembre prochain. Aujourd'hui, à 60 quelques jours de l'événement, mais que va-t-il sortir? La pression va être de plus en plus forte au fil des jours, et même la pression d'essayer de voler l'élection également. Fait qu'on ne sait pas dans quel univers on va se retrouver. Ouais, mettons de côté cette hypothèse et soyons naïfs un petit peu pour une fois en se disant l'élection va bien se dérouler. On sait que ce n'est pas le cas, il y a déjà des efforts qui sont en cours, c'est un autre sujet. Mais partons du principe que cette élection va se dérouler de manière normale. Basé sur ces sondages, tu as dit c'est les pires chiffres, il y a un effritement parmi sa base, etc. Je sais qu'au-delà de ça, tu es un vrai, t'es comme moi, t'es un buff, un junkie de toutes ces informations-là, que tu suis tout ça. Est-ce que on est d'accord que du côté de la Chambre des représentants, je ne sais pas ce qu'il faudrait pour que même s'il y a eu des coupages électoraux, etc., ça ne suffira pas. Il y aura une victoire démocrate. Mais l'hypothèse qui est aujourd'hui majoritaire, tu viens de le dire, sur les sites prédictifs, donc les paris, mais aussi dans la projection de Ned Silver et d'autres sites de projection comme Strength in Numbers, 50+1, VoteHub, etc. Est-ce que tu crois vraiment à cette hypothèse qui paraît folle, si on se retourne 6 mois ou 1 an en arrière, que le Sénat peut basculer? Oui, mais il faut qu'il aille chercher des États, il faut que les démocrates gagnent des États comme le Texas, c'est des États un peu compliqués, peut-être même l'Alaska. C'est pour ça qu'on se garde une réserve, là. C'est pas facile, là. C'est pas encore déterminé s'il va être capable de gagner ces États-là. Et donc, la majorité sera pas quand même très élevée, là. Non, ça va être extrêmement serré, ça va être passionnant, évidemment, on sera en direct. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la chaîne notification. Ça fait très longtemps qu'on se parle, donc est-ce qu'il y a dans cette partie américaine un ou deux chiffres que tu veux mettre particulièrement en avant que je te libère? Il y en a un, c'est celui sur les tarifs. Allez un petit peu plus loin dans le sondage, là. Vas-y, 2-3 diapos plus loin. Ce chiffre-là. Regardez sur les tarifs américains. Fait que oui, Trump impose des tarifs, mais on demande aux Américains, est-ce que vous pensez que les tarifs ont un impact négatif sur l'économie, un impact positif? Vous voyez, là, c'est 57% d'impact négatif, 21% d'impact positif. Là, on n'est pas au Canada, là, on est aux États-Unis. La majorité des électeurs américains estiment que les tarifs ont un impact négatif sur l'économie américaine et donc sur eux. Donc, la pression de Donald Trump, elle vient pas juste du Canada, elle vient aussi de ses électeurs. Allez à la suivante pour regarder chez les Républicains. Ouais, c'est ce que vous allez proposer, voir, chez les Républicains... Vas-y, tu vas zoomer dedans, Thomas. Est en train d'agrandir. On est rendu à 28% des Républicains qui disent que c'est un impact négatif. Même auprès de sa clientèle, c'est un petit peu plus loin. Là. Vous voyez le 28, la dernière colonne, là, le 28%. Là. Vous avez même, les autres, c'est à 80% et plus, là, mais même les républicains disent que les tarifs ont un impact négatif.
Et comme on l'a dit souvent, les Américains votent avec leur portefeuille, là. Actuellement, disons que le portefeuille est de moins en moins garni. Ouais. Et ce qui est le pire pour les Américains pour discuter aux États-Unis, c'est que la famille royale de Donald Trump s'enrichisse, les Américains disent, bah, c'est pas tellement grave. Mais que la famille s'enrichisse pendant qu'eux s'appauvrissent, c'est ça qui est le cœur du problème aux États-Unis. C'est ça que les Américains acceptent pas. Jean-Marc, je suis ravi qu'on termine sur ça et de t'entendre sur ça parce que ça fait des mois que ici c'est vraiment ce que je répète et je suis pas le seul. Il y a des études extrêmement sérieuses sur la manière dont ce genre de gouvernement oligarche, etc., à travers le monde chute à chaque fois et c'est toujours le même mécanisme. Le mécanisme, c'est OK, notre président, notre premier ministre, notre prince, notre roi, tout ce que tu veux, s'enrichit. Mais nous aussi, donc on n'en a rien à faire. Mais dès qu'on passe au moment, c'est ce qui s'est passé en Hongrie récemment, dès qu'on passe au moment où, on continue, notre gouvernement s'enrichit, mais nous, on souffre, la corruption devient un problème. La salle de bal devient un problème. Si l'économie américaine allait bien, je peux t'assurer que les gens n'auraient rien à faire que Donald Trump mette de l'ordre de partout. Mais parce que l'économie américaine va mal, parce que les Américains souffrent, ça devient complètement non seulement indécent, mais inacceptable pour une partie de la population. Et c'est pour ça que je trouve que certains qui font campagne comme Jon Ossoff ou même Talarico, mais je pense surtout à Jon Ossoff, qui a été le premier dans sa campagne du côté d'Atlanta, du côté de la Géorgie, de dire que le thème d'unification de tous ces scandales, de tous ces problèmes de Trump, c'est la corruption. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter. Et donc, toi, c'est aussi ta perception. Oui, c'est aussi ma perception. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose aussi de l'espoir. C'est de la nouvelle génération de démocrates. James Talarico, Jon Ossoff, toute cette génération-là qui arrive, là, puis qui prend de plus en plus d'importance, là, puis qui tasse un peu l'ancienne élite démocrate qui ont été un peu dépassés par les événements. Ça, à mon avis, il y a une lueur d'espoir de voir que ces gens-là se lèvent et n'ont pas peur d'affronter directement Donald Trump. Ouais, on est d'accord. C'est un phénomène. Hein. Si ceux qui nous regardent, prenez le temps de l'écouter. C'est quelqu'un d'extrêmement articulé. Et s'il gagne le Texas, le pouvoir vient de basculer aux États-Unis. Ouais, on verra ça. Ça va être super passionnant. Mais on va se reparler, on va se revoir très vite pour parler que de... Évidemment, on verra les conséquences si se passe au Canada, mais on reparlera que de politique américaine parce qu'on a tellement de choses à se dire, toi et moi. C'est toujours un plaisir vraiment de t'avoir. Et puis, en plus, aujourd'hui, dans ces circonstances particulières, je sais que je jette un œil sur le chat et que vraiment tout le monde s'est régalé, qu'on soit au Québec, mais aussi en Belgique, en Suisse, en France. On a des amis qui sont en Afrique actuellement, qui sont en train de t'écouter. Vraiment, c'était extraordinaire, Jean-Marc. C'est vraiment un privilège à chaque fois de t'avoir et je sais même plus comment te dire merci. En tout cas, c'était formidable. C'est gentil. Je vais terminer sur une dernière statistique. Il y a 10% des Canadiens qui aimeraient être américains, mais il y a 20% des gens dans les États aux États-Unis qui aimeraient faire partie du Canada. Donc, le solde est positif. On est prêt à les accueillir. Même là, il y a un déficit commercial pour le coup. Il ne faut pas le dire à Donald Trump. C'est possible qu'il rajoute des tarifs à cause de tout ça. En tout cas, merci Jean-Marc. On se reparle très très vite. Prends soin de toi et puis tiens-nous au courant. On se parle par téléphone et on voit quand est-ce qu'on peut refaire ça très vite. Ok, merci beaucoup Jean-Marc. Bonne fin de samedi. À très vite. Bye bye. Au revoir.